je pars, moi j'ai pas d'horaire. Transport assez honorable. Pas de gaz dans mes honoraires. Prends le bus, c'était monogame. Moi, il faut que j'opère. J'ai pas le temps, bye man. Faut que j'aille sur une blind date. Moi, il faut être mindé. Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Gagné. Je suis directrice générale d'Accès Transport Viable. Et je vous accueille pour cette discussion sur des enjeux spécifiques, mais quand même complexes, de mobilité qui touchent les régions périurbaines et rurales. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir un invité de marque, André Lavoie, directeur général à l'ACGDQ, l'Association des centres de gestion des déplacements du Québec. André, je te souhaite la bienvenue à notre balado, Le temps d'une bus. Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Effectivement, oui, quand même. L'ACGDQ, est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est quoi son rôle, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre mandat? L'association, en fait, bien sûr, rassemble l'ensemble des centres de gestion de déplacement. Je vais vous parler un peu plus des centres de gestion de déplacement qui sont actifs sur le territoire. Il y en a 8 présentement au Québec qui desservent l'ensemble du Québec. Et puis, les centres de gestion de déplacement sont en fait mandatés par le ministère du Transport et de la Mobilité durable pour améliorer la mobilité durable sur l'ensemble du territoire québécois. C'est que comment on fait ça? C'est généralement, on fait de l'accompagnement auprès des décideurs, que ce soit au niveau des municipalités, que ce soit au niveau des institutions ou des entreprises, pour améliorer les pratiques de mobilité durable, pour faciliter soit l'accès aux installations ou améliorer l'accessibilité générale même d'un territoire, ou la sécurité, une chose qui est importante en fait en région. Et on a aussi un mandat de promotion de la mobilité durable, donc on va aussi donner de la formation là-dessus, on va de l'information en plus des formations, donc on va accompagner les milieux dans tout ça. OK, donc vous allez vous proposer des solutions qui sont adaptées finalement aux différentes réalités de notre territoire. Tout à fait. Et en fait, c'est certain que les centres de gestion de déplacement vont donner des solutions qui sont applicables aux clients qu'on pourrait avoir. On a un travail de consultant à faire, je te dirais. Ce qui fait que c'est certain qu'on ne recommandera pas les mêmes choses dans un village que dans le centre-ville de Montréal. Ça, c'est sûr que les solutions sont différentes. Il faut dire que même si les enjeux sont identiques en milieu urbain ou en milieu périurbain ou rural, dans le sens que les enjeux, c'est le déplacement des gens. Les gens ont besoin de se déplacer pour aller travailler, pour aller étudier, pour recevoir des soins ou bien pour les loisirs. C'est vraiment une différence au niveau des ressources. Il y a beaucoup moins de ressources disponibles généralement dans les milieux ruraux. Et c'est aussi une question d'environnement où l'environnement est complètement différent. Les distances sont plus grandes, la densité de population qui est beaucoup plus faible. C'est certain que le coût d'exploitation des services dans une zone rurale, mettons comme la Haute-Côte-Nord, faire 10 000 déplacements, ça va coûter vraiment plus cher que faire 10 000 déplacements à la couronne nord de Montréal, mettons. Bien, justement, ce sont des enjeux, des réalités qu'on a voulu faire ressortir lors du forum sur les mobilités périurbaines et rurales de septembre dernier. Tu étais là. Tu as animé un panel d'experts, en fait, là, sur les enjeux en mobilité périurbaine et rurale. Est-ce que tu veux nous parler un peu de qu'est-ce qui ressortait finalement là, de ce panel-là en particulier? Je pense qu'une des choses qu'il faut retenir surtout, c'est l'interrelation puis l'interdépendance entre le milieu rural, périurbain puis urbain, puis même qu'on pourrait dire métropolitain maintenant, pour certaines grandes villes, très grandes villes. Les gens ont besoin de passer d'un milieu à un autre, et alors que quand on parle de transport collectif ou même de gestion des déplacements, la compétence appartient généralement aux municipalités, donc les MRC ou les villes ou pour certains services, c'est sûr que c'est les sociétés de transport ou EXO qui sont mandatées par la loi. Ce qui fait que là où se termine la limite administrative d'un service, des fois, il n'y a pas nécessairement une connexion avec le service à côté, ou il y a des difficultés de connexion avec les services à côté. C'est que ça, c'est une des choses qu'on travaille fort à essayer d'avoir un réseau complet, hein, on va le dire de même. Là, c'est un réseau qui est pas mal morcelé. Je parle de transport collectif, mais on pourrait dire la même chose avec les pistes cyclables ou avec les sentiers entre les différents territoires. Veut pas, ils ne sont pas nécessairement connectés. C'est qu'on peut arriver au bout d'une piste, puis on tombe dans le vide après ça. C'est vraiment dommage, en fait, tu le constates. Justement,
par rapport à la mobilité collective en milieu périurbain et rural, en termes de gouvernance, si on y va d'un point de vue un peu plus macro, est-ce qu'il y aurait des solutions qu'on pourrait préconiser, en fait, pour justement s'assurer que de MRC à MRC, en fait, qu'on puisse traverser finalement, puis que tout d'un coup, on n'ait pas besoin de s'évaporer? C'est sûr que la base, c'est la concertation, hein, c'est de se parler. Tout le monde est d'accord pour que les réseaux soient interconnectés en passant. Là, c'est rien que là, il commence à avoir la réticence, c'est quand il faut que tu changes ton propre réseau. Tu comprends? C'est que le principe, tout le monde l'adopte. C'est qu'il y a des MRC qui commencent à se regrouper ensemble, d'ailleurs, pour offrir plus de services. Il y a la Régime qui existe en Gaspésie, qui, elle, regroupe toutes les MRC là, de la Gaspésie. Ça, c'est un exemple, en fait, de regroupement qui te permet d'avoir une connexion qui est meilleure entre les... Parce qu'il y a quelqu'un qui est un peu macro, qui va faire vraiment une planification du réseau. Puis si on regarde la Régime, ce qui est intéressant, c'est que ça commençait uniquement avec le transport collectif, c'est les services de transport. Là, présentement, ils commencent à coordonner puis à gérer de plus en plus de transports adaptés. Et ils ont compris aussi, sont un peu précurseurs sur d'autres, où ils commencent à offrir des services de vélo en libre-service, d'autopartage, des bornes de recharge à leurs arrêts, ce qui fait qu'ils offrent un service qui est vraiment plus complet. Puis c'est probablement ce qui va être le plus gagnant en milieu rural, c'est d'avoir un cocktail transport, d'avoir la multimodalité qu'on va dire, donc que la personne a accès à plusieurs modes de déplacement pour répondre à ses besoins, ou de l'intermodalité, c'est-à-dire de partir avec un mode puis d'avoir justement une connexion avec un autre mode de déplacement. C'est que, mettons, tu t'envoies en vélo libre-service jusqu'à un arrêt de bus, puis après ça, tu peux laisser ton vélo là, et puis t'en aller avec la bus pour faire le reste de ton itinéraire. C'est que l'intermodalité, c'est vraiment le changement c'est l'interconnexion des différents réseaux, dans le fond. Absolument. Ça fait partie, par ailleurs, des cibles de la politique de mobilité durable, en fait, là, que la population, à l'échelle du Québec, ait accès à plusieurs options de transport et pas uniquement, en fait, qu'on ne soit pas uniquement captif, finalement, de l'automobile individuelle. Exact. C'est certain que là où ça devient compliqué, c'est que certains modes vont être plus gagnants que d'autres selon le territoire en question. Là. Ça dépend des distances, comme je dis, ça dépend de la topographie aussi. Là, on va se le dire, si le terrain est hyper montagneux, le transport actif, ça se peut qu'il soit plus limitatif. Là. Quoique, en même temps, le vélo électrique, on le constate, par exemple, ici à Québec, pour avoir assisté à l'émergence du service à vélo, ça règle quand même les enjeux de Tout à fait. Et puis, d'ailleurs, on l'a calculé, puis Vélo-Québec l'a calculé aussi, avec un vélo mécanique, faire 7 km à Montréal, ça prend autant de temps en vélo qu'en auto, même que généralement le vélo est plus rapide. On l'a calculé à Trois-Rivières, qui est plus petit, puis moins densément peuplé là, que Montréal, puis c'est 5 km environ de distance. Et je te dirais qu'en vélo électrique, on rallongerait probablement cette distance-là parce que t'es pas nécessairement... En fait, l'accélération est plus rapide avec le vélo électrique. On peut atteindre des points plus rapidement aussi, etc. C'est que le vélo électrique est à la fois quelque chose qui va aider avec la topographie, mais qui peut facilement remplacer une deuxième voiture. C'est que je pense que c'est une solution qui commence à être de plus en plus implantée. De toute façon, on a un projet justement à la CGDQ avec Équiterre qui s'appelle Vélovolt, où on prête des flottes de vélos à des employeurs et les gens l'adoptent. Après ça, il y a beaucoup de gens qui passent à ça. Il y en a même qui se débarrassent complètement d'une automobile pour remplacer ça par un vélo électrique. C'est que c'est certain que c'est plus cher un vélo électrique qu'un vélo mécanique, généralement, mais c'est quand même beaucoup moins cher qu'une automobile. C'est sûr, sachant que c'est entre 8 000 et 10 000 par année. Puis ça, c'est vraiment uniquement au point de vue individuel. Si on prend vraiment au point de vue collectif, la société, ce qu'on doit payer, en fait, pour que quelqu'un puisse se déplacer à voiture, tout à fait. C'est beaucoup plus important. C'est drôle parce que à un moment donné, j'avais une discussion justement avec un groupe de maires, puis, tu sais, ils parlaient qu'il manquait de route, mais au Québec, on manque pas de route. C'est qu'il y a trop d'autos, il y a trop de places vides dans les autos. Si les places étaient toutes utilisées, en réalité, on aurait la moitié, le quart des véhicules qui se déplaceraient. Mais 80% des automobilistes se déplacent seuls à grandeur du Québec. Puis là, c'est plus ou moins selon les différents territoires. Mais on déplace beaucoup d'air. C'est qu'en réalité, la congestion, les problèmes de circulation qu'on a,
Et là, ça amène tout le côté de la mutualisation qui est une solution, je pense, qui est super intéressante. C'est que soit que tu puisses prêter ton auto quand tu t'en sers pas, ou le covoiturage, c'est une mutualisation à la base. Tu sais, offrir un lift à quelqu'un, c'est du covoiturage. Ça aussi, c'était drôle. Je parlais à un moment donné, on prenait des témoignages dans un village, puis la personne, elle dit non, nous autres, on fait pas de covoiturage, mais des fois, je fais des lifts à mon voisin. Ben, faire des lifts à ton voisin, c'est du covoiturage, tu sais. C'est drôle un peu la notion. Mais c'est que c'est ça. Je pense que la mutualisation, c'est vraiment, autant en milieu urbain qu'en milieu rural, je pense que c'est une des solutions importantes. Ben oui, parce que tu le nommais, en fait, les véhicules sont majoritairement dans le stationnement, en fait, là, majoritairement du temps. On pense, par exemple, aux flottes des autobus scolaires, si on pense aux flottes des municipalités aussi, ou bref, quand on parle de mutualisation, en fait, c'est vraiment de pouvoir utiliser les véhicules qui sont disponibles, puis de pouvoir les rendre accessibles, finalement, à un plus grand nombre de personnes. Exact. On appelle ça aussi l'optimisation là, dans le jargon de transport, mais il y a beaucoup de MRC qui organisent déjà, qui utilisent les places libres dans les autobus scolaires, entre autres, malgré il y a des vérifications de sécurité là, pour s'assurer que les jeunes soient en sécurité avec tout ce processus-là. Mais il y a aussi des villes qui, en dehors des heures normales de travail, vont offrir leur flotte en location les flottes de véhicules en location à leurs citoyens. Il y a des services, bien sûr, de covoiturage qui sont organisés localement parfois. Ça connaît plus ou moins de succès parce que ça te prend, pour qu'un système de covoiturage fonctionne bien, ça te prend une masse critique de monde. Ça te prend une masse de chauffeurs puis ça te prend une masse de monde qui se déplace à la même place. C'est que des fois, c'est ce qui est plus difficile à atteindre en ruralité. Mais c'est certain que il y a des exemples, il y a des bons exemples un peu partout au Québec. Ceci dit, notre société en tant que scalée, puis elle a été développée pour l'automobile, quelqu'un qui n'a pas accès à une automobile en région peut avoir une mobilité qui est déficiente par rapport à bien d'autres parce que c'est pas vrai que l'autobus va pouvoir répondre à tous les besoins. C'est pas vrai qu'il y a des services de taxi partout. Uber n'est pas partout non plus. C'est que je ne sais pas qu'il faut, tu sais, en fait, quand on travaille en région, nous autres, pour améliorer les choses, on travaille surtout à enlever la deuxième, la troisième, la quatrième voiture, mais tu sais, on est conscient qu'on n'est pas contre l'automobile, on est pour un utilisage plus sain, en fait, de l'automobile. Ça serait comme ça, je le dirais. Il y a peut-être aussi le transport à la demande qui commence à prendre de plus en plus d'expansion puis qui peut peut-être aussi ultimement répondre en fait aux besoins des usagers et usagères les plus vulnérables qui vivent en région rurale et périurbaine. Tu sais, déjà en partant, il faut s'enlever de la tête que le transport collectif rural, c'est juste des autobus. Oui, il y a des autobus, mais il y a des minibus des fois, il y a des 7 passagers, des fois ça va être des berlines tout simplement, ça va être du taxibus. C'est pas nécessairement de l'autobus. Ceci dit, quand tu as un plus petit véhicule ou des fois pour desservir plus de territoire, on fait ce qu'on appelle le transport de demande. Donc, on va faire une ligne qui est temporaire juste pour aller chercher, pour faire du rabattement des fois sur les lignes principales. Éventuellement, il y a même des services comme le Flexibus, entre autres, à Québec, puis il y a d'autres services de même dans d'autres sociétés de transport où là, vraiment, le transport à la demande fait en sorte qu'il n'y a plus de ligne fixe, mais que les lignes s'adaptent aux besoins, donc à la demande de la population. Et c'est probablement l'avenir du transport collectif en région, de s'en aller vers cette chose-là, parce qu'il y a des places qu'on voudrait développer le transport collectif, mais on n'a plus de chauffeurs. Ça, il faut optimiser ce qui est existant, parce qu'on n'est plus capable, ça veut pas. Si on ne trouve pas des nouvelles façons de faire, si on n'améliore pas ce qui est déjà fait, ça va être difficile d'offrir plus de services aux gens. Tu as tout à fait raison, André. Puis là, on a été beaucoup dans les solutions, beaucoup dans... Je pense qu'on est des personnes optimistes, là. Donc, on se tourne beaucoup vers les solutions. Absolument. L'espoir, c'est très important. J'aimerais quand même revenir sur notre contexte actuel, en fait. On constate plusieurs coupures de services en région rurale et périurbaine. On a aussi vu l'étude de l'IRIS sur le transport interurbain par autocar au Québec, portrait d'une industrie à la croisée des chemins, qui nous apprenait, en fait, que les départs par semaine, en fait, entre 1981 et 2023 avaient chuté de manière assez dramatique.
il y a des enjeux à l'heure actuelle. Mon Dieu, comment prendre ça, en fait? De quel bord prendre ça, là, grosso modo, là? Le rapport disait qu'il y avait 85 % de moins de départs qu'en 40 ans, ce qui ne m'étonne pas, ceci dit, là, pour le voir sur le terrain. Je ne suis pas tombé en bas de ma chaise quand j'ai lu les résultats. Ceci dit, je pense que c'est une industrie, ça fait longtemps qu'on le dit, qui a besoin de se réinventer ou d'une réforme, en fait, de revoir un peu ses façons de faire, un peu comme on a fait avec le taxi il y a quelques années, quand on a revu la loi sur le transport rémunéré par automobile. Je pense qu'il y a lieu de repenser ça autrement. Présentement, ceux qui font la planification du réseau et qui l'exploitent, c'est des industries privées. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'un déplacement, c'est un droit ou un privilège? Et là, je pense que pas mal tout le monde est d'accord pour dire que c'est un droit de se déplacer. Donc, ça serait logique que ce soit un service qui est considéré public à ce moment-là. D'autres, on ne dit pas qu'il faut nationaliser le transport interurbain. Les solutions, en fait, qu'on a suggérées jusqu'à date, c'est plus de créer une autorité organisatrice de transport, un genre d'agence qui pourrait, en fait, faire toute la planification du réseau au Québec. Cette planification-là serait faite donc par un organisme qui serait public, parapublic ou un OSBL ou peu importe, là, c'est la forme, mais quelque chose d'indépendant du privé qui va tenir en compte le bien commun, en fait. Puis une fois que le réseau est fait, ben, tu passes en appel d'offres pour exploiter le réseau, où là, les privés pourraient, en fait, obtenir les contrats puis exploiter le réseau pour cette agence-là. Ce qui fait que le privé gagne à ça parce que leur réseau, en fait, il y a une partie déjà qui est payée, donc le risque est beaucoup moins élevé. Puis, de l'autre côté, bien, monsieur, madame, tout le monde risque d'avoir ses besoins plus considérés, étant donné que c'est un organisme qui va voir un peu le bien commun, puis de façon macro, parce que présentement, partir de la Gaspésie puis t'en aller à Outaouais, là, c'est une expédition. Là. Oui. Aïe, aïe, aïe. Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un peu une mal reconnaissance du transport collectif, du transport interurbain. C'est un service public, c'est un service essentiel. Il y a certaines personnes qui sont captives, en fait, de ces modes de transport-là. Et puis, si on n'offre pas de services qui viennent répondre à leurs besoins, bien là, à ce moment-là, c'est la société elle-même aussi qui s'handicape de ces personnes-là aussi qui ne peuvent pas se déplacer. Tout à fait. C'est certain que présentement, le modèle, là, j'irais, ça dépend vraiment des endroits, là, mais le transport interurbain, comme il est fait présentement, il est plus ou moins fait pour, mettons, le travail, les mouvements pendulaires. On est plus pour des mouvements occasionnels, je pourrais dire, alors que ça pourrait devenir de quoi qui va servir pour des mouvements pendulaires. Puis c'est drôle parce qu'une des choses qu'on tasse tout le temps, d'ailleurs, du discours, parce que quand on parle de transport collectif, on pense tout le temps autobus, comme je dis, là, mais c'est le train. Hein? Si on se rappelle, là, 100 ans, en fait, ce qui reliait les villes principalement, c'était le train. Et c'est un moyen qui pourrait peut-être être, on en reparle encore, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais éventuellement, est-ce qu'il n'y aurait pas à considérer ça dans l'équation? Est-ce qu'on pourrait transporter plein de monde beaucoup plus rapidement puis beaucoup plus... Je pense que ça pourrait être une solution intéressante. Sur ces paroles qui nous font rêver, André, je te remercie vraiment pour ton temps, pour tes réponses, mais surtout pour ton expertise en cette matière. J'ai l'impression qu'on aurait pu parler des heures et des heures de la mobilité périurbaine et rurale. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tu as juste à me réinviter, on en jasera. Avec plaisir. Bye. À la prochaine. Juste des fucking pubs de char. À la radio, à la télé, des pubs de char. Mes yeux, je veux les voler, des pubs de char. Mais faut qu'en avant, y a toujours plus de char. Je sais plus où je belong, dans la rue ou ben sur le trottoir. On en est maintenant rendu au segment de l'encyclopédie de l'équipe. Et je suis accompagnée de Samuel, qui est chargé de projet en aménagement et en urbanisme chez nous, chez Accès Transport Viable. Allô, Sam? Allô? Aujourd'hui, on aborde un peu les origines du mot banlieue. On se questionne qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue vraiment purement étymologique. Là. D'où c'est que ça vient, ce mot-là, banlieue? Bien, en fait, depuis la fin du 19e siècle, l'histoire des banlieues a été marquée par une évolution complexe, ce qui reflète les transformations sociales, économiques et urbaines. Les banlieues ont connu des périodes de croissance, de déclin et de revitalisation, ce qui a permis de façonner le paysage urbain moderne actuel.
Puis en fait, les banlieues telles qu'on les connaît sont nées à l'époque industrielle, quoique des utilisations du terme dès le 12e siècle. 12e siècle, là, ça fait un petit bout, hein? Ça fait un petit bout. OK. Puis en fait, c'est la révolution des transports, soit le développement des chemins de fer, qui a permis la croissance des banlieues, c'est-à-dire des villes ou arrondissements satellites près des centres urbains. La révolution des transports a offert aux travailleurs la possibilité de vivre en dehors de la ville, mais que celle-ci reste accessible. Puis, en fait, le vrai âge d'or de la banlieue vient juste après la Seconde Guerre mondiale, quand les banlieues ont connu une croissance exponentielle grâce à la combinaison de différents facteurs, par exemple l'expansion économique, les programmes de logement abordable, mais surtout, puis on s'en doute en fait en Amérique du Nord, la démocratisation de l'automobile. Ça a conduit à l'émergence des banlieues modernes, mais aussi à la multiplication des autoroutes et la congestion. L'autoroute urbaine est née. Puis en fait, fait important, ici à Québec, on a rasé des quartiers entiers pour avoir un accès facile au centre-ville en automobile. C'est un peu ce qu'on a fait dans les années 70 dans le quartier Saint-Roch en rasant finalement le quartier chinois pour bâtir Dufresne-Montmorency. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, en fait, en Amérique du Nord. On comprend que les banlieues, bref, ça s'est transformé à travers le temps. À quel défi, en fait, les banlieues ont eu à faire dans le passé puis dans l'avenir aussi? En fait, c'est ça. Au fil du temps, les défis ont changé, mais il y a surtout eu En fait, ils ont fait face à plusieurs défis, notamment la ségrégation raciale et économique, mais aussi la création de déserts de services publics. Ça a mis en évidence des disparités entre les zones urbaines centrales et les banlieues, mais aussi une dépendance à l'automobile créée par et pour les banlieues éloignées. Puis, en fait, à l'heure actuelle, on peut se poser la question, c'est quoi l'avenir des banlieues? Bien, en fait, il faut savoir que c'est au tournant du 21e siècle que de nombreuses banlieues ont entrepris des projets de renouvellement, de renouvellement urbain, en fait, pour revitaliser leurs centres, créer des espaces publics plus attrayants, mais aussi favoriser la diversification des activités et des services. On remarque actuellement un changement de paradigme où une attention de plus en plus importante est portée à la durabilité et à la mixité sociale. Bien, merci beaucoup pour ce passage encyclopédique sur la banlieue, Samuel. C'est vraiment super intéressant parce qu'on se rend compte que la banlieue, elle a différents visages, elle a connu différentes modifications, puis elle va être appelée encore une fois à se modifier dans le futur pour répondre aux besoins des gens qui l'habitent. Exact. C'est pas un milieu de vie fixe, c'est un milieu de vie en transformation. Merci beaucoup, Sam. Ça fait plaisir. Merci à vous. C'est même pas ça, c'est Petrocan. Tu payes sur le gaz et moi je rétrograde. Puis tu klaxonnes, mais à cause que t'es trop cave. Je fais tous mes angles morts, moi j'ai... C'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui sur les mobilités périurbaines et rurales. Je remercie encore une fois M. André Lavoie de s'être prêté au jeu, de nous avoir apporté beaucoup d'informations sur les enjeux vécus par ces milieux-là. J'espère que vous en avez appris autant que moi. Si vous aimez Le Temps d'une bus, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça va nous aider à continuer notre travail. Et manquez surtout pas notre prochain épisode. Merci beaucoup. À la prochaine. Le Temps d'une bus est une production d'Accès Transport Viable, un organisme à but non lucratif ayant pour mission de défendre les droits des utilisatrices et utilisateurs des transports collectifs et actifs, ainsi que de promouvoir la mobilité durable dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Animatrice, Marie-Soleil Gagné. Productrice exécutive, Angèle Pinot-Lemieux. Scénario et montage, Marie-Gabrielle Mengy et Jack Bradley. Musique, Les 4x4 de Calamine. Les 4x4 veulent toutes me foncer dessus.